peut apparaître étant disqualifié d'une certaine manière ou tellement minoritaire que voilà, il ne peut plus avoir de rôle ni de jeu à jouer. Et c'est vrai que cet engagement-là, enfin cette envie-là de faire comprendre ce que pouvait apporter le christianisme au monde dans lequel on vit a guidé un peu toute mon engagement, mon action. Je suis aussi membre de Justice et Paix, je ne sais pas si vous connaissez, et puis voilà. Et donc effectivement au comité consultatif national d'éthique. Donc je parlerai un peu ces trois engagements à la Croix et puis aux semaines sociales et puis au comité d'éthique, voilà, pour essayer de voir quel rôle on peut essayer d'y jouer. Voilà. J'ai été journaliste à la Croix dans plusieurs secteurs, dont la formation religieuse, ce qui m'a donné l'heureuse occasion de rencontrer certains religieux spiritains dans des reportages en Afrique, voilà, mais il y a maintenant très longtemps. Voilà. Puis après, j'ai exercé des postes de responsabilité, c'est une autre manière d'exercer un métier. Voilà, c'est ce fil rouge qui parcourt un peu toute cette vie, c'est la nécessité, comme chrétiens, de regarder le monde et cette société dans laquelle nous vivons avec une certaine bienveillance et pas comme un ennemi, même si cette société paraît s'éloigner des valeurs voilà, que l'on a envie de vivre et de partager. Voilà, les malheurs et les dysfonctionnements de ce monde ne manquent pas. Vous en êtes témoin dans vos propres engagements. Dans notre Église aussi, hélas. Et la liste des sujets d'inquiétude suffit à s'en convaincre. Mais c'est aussi la deuxième partie de ce fil rouge, c'est de voir que même s'il y a des malheurs et des dysfonctionnements, il y a aussi partout des gens qui agissent, qui agissent pour que le monde aille mieux. Et voilà, et cet engagement et cette générosité existent toujours. Prendre peut-être des habits nouveaux, mais ils existent toujours. Et voilà, et c'est toujours été les deux points. L'intention, c'est de ne pas nier les dysfonctionnements, les difficultés, les douleurs, les souffrances, etc. Mais c'est aussi aller voir un peu les raies de lumière sous la porte. Et la Croix a toujours essayé de faire cela, c'est-à-dire d'être à la fois très précise sur les actualités de ce monde, mais aussi d'essayer de montrer ce qui peut aller bien ou aller mieux, etc. Et ce qui nourrit aussi ce fil rouge, c'est une formule que vous connaissez, sont les premières lignes de la Constitution pastorale sur l'Église dans le monde de Gaudium Spes. C'est, je cite, les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses des hommes de ce temps, des pauvres surtout et de tous ceux qui souffrent, sont aussi les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses des disciples du Christ. Il n'y a rien de vraiment humain qui ne trouve écho dans leur cœur. Et ça, que ce soit à la Croix, comme j'en ai dit après aux semaines sociales, et puis aujourd'hui au CCNE, je pense que cette phrase, elle m'habite. C'est cette volonté de considérer que ce qui se passe autour de nous est essentiel à voir et à comprendre et à partager. Voilà. Et en 2000, vous savez, il y a eu plein de jubilés célébrés à Rome, et il y a eu un jubilé des journalistes, et là, c'est le cardinal Etchegaray qui avait une formule qui m'habite aussi, c'est vous, enfin, les journalistes, vous devez regarder aussi loin qu'il y a un homme. Je trouve que la formule, elle a un sens aussi. Voilà. Donc, bon, les mutations, on les connaît, hein, les mutations qui bouleversent notre monde, que ce soit politique, économique, social, numérique, éthique, écologique, bien sûr. Et voilà, et toutes des mutations qui se combinent et qui rendent effectivement les choses compliquées. Dans l'encyclique Laudato Si, le pape expliquait l'immense progrès, je cite, technologique n'a pas été accompagné d'un développement de l'être humain en responsabilité, en valeur et en conscience. Et moi, il m'a toujours semblé que aider
au développement de l'être humain en responsabilité, en valeur et en conscience, c'était certainement une des missions des religions en général et du christianisme en particulier, et peut-être son devoir d'éducation et peut-être ce que l'on pouvait faire dans un journal comme La Croix, en s'appuyant bien sûr sur les trésors que sont les Écritures et cette richesse trop ignorée qu'on appelle la doctrine sociale de l'Église. Voilà, dans un journal comme La Croix, on a traité, enfin, bon, vous êtes lecteur, vous le savez, de tous les sujets, la société, la famille, l'éducation, l'économie, l'écologie, l'international, la culture, avec des outils du journalisme que l'on a essayé toujours de mettre en place, avant moi et après moi, qui sont l'explication, la pédagogie. Et ça, c'est une valeur quand même essentielle, c'est expliquer la complexité du monde, parce que voilà, on a trop souvent le sentiment de savoir exactement ce qui se passe ou d'avoir une idée toute faite de ce qui se passe. Et là, c'est effectivement essayer de comprendre ce qui est compliqué. Le deuxième outil, c'est le reportage, le témoignage, c'est donner la parole à ceux qui vivent les choses au plus près, au plus loin. Et dans un journal comme La Croix, qui n'a pas des moyens extraordinaires, le reportage a toujours eu sa place, et même si ça engage des moyens financiers importants, etc. Et le troisième outil, c'est le débat, et un débat respectueux, exigeant, c'est-à-dire on peut entendre les arguments des uns et des autres, mais les entendre, pas faire une sorte de bataille comme on en voit quelquefois aujourd'hui sur les écrans et les médias. Voilà. Puis, avec un souci, c'est de bien séparer l'information du commentaire. Et ça, c'est quelque chose qui est important pour développer aussi l'esprit critique du lecteur, c'est-à-dire ce qu'il est dans ça c'est une éducation, hein, l'esprit critique, c'est de voir l'actualité, d'essayer de comprendre ce qui se passe, et que le journaliste qui fait son papier n'essaie pas de donner déjà une orientation à ce qu'il faut savoir. Après, il y avait à La Croix un édito ou des commentaires, et là, qui prennent éventuellement position sur tel et tel sujet sur lesquels tout le monde n'est pas forcément d'accord, etc. Mais il faut qu'il y ait, voilà, que ce soit bien séparé, ce qui n'est pas toujours compris par les lecteurs, parce qu'il arrive que dans une actualité, on donne la parole à des gens qui ne partagent pas l'opinion majoritaire des lecteurs, etc., et qui reprochent du coup d'être trop tiède ou d'avoir donné trop la parole à des gens qui peuvent être pas d'accord avec eux, etc. Mais je pense que ça, c'est important, ce souci-là de séparer. L'éducation, c'est à la lecture, tout ça, c'est important. Et donc, j'insisterai bien sûr, parce que c'est une volonté qu'on a toujours eue à La Croix, c'est d'avoir évidemment une attention très particulière aux questions liées à la religion et aux religions. Et La Croix est désormais de plus en plus seule sur ce créneau, parce que tous les autres médias ont un peu abandonné ce secteur d'actualité, ou en ont une vision qui est toujours très politique. Enfin, je veux dire, on entre peu, et puis dans le fondement des sujets sur ces questions-là, il y a de moins en moins de journalistes spécialisés sur ces questions dans les autres médias. À La Croix, c'est vraiment une équipe très, très, très performante. Et donc, avec évidemment la nécessité, qui est assez difficile par les temps qui courent, d'être aussi très, comment dire, de donner des informations, y compris sur les affaires difficiles et pénibles, etc., qui traversent notre religion. Et après, avec aussi une action pour parler des autres religions, et notamment de l'islam, peut-être mieux que beaucoup d'autres médias, parce que, alors c'est pas toujours très bien compris non plus,
parce que quelquefois ce dialogue-là sur l'islam ne passe pas forcément bien, mais compris comme quelquefois un renoncement ou une naïveté, etc. Donc, c'est quelque chose qui est très important pour l'équipe de la Croix. Ouais. Donc, je pense que ça, c'est de même que sur des thèmes comme la laïcité aussi, il y a toujours une volonté à la fois d'être favorable à la laïcité, mais une laïcité qui ne renvoie pas les questions religieuses dans le seul vie intime des personnes, quoi, qui permettent aux religions d'exprimer, d'être présentes dans le débat public, etc. Donc, voilà, ça, c'est tout un travail alors qui a évolué. Moi, dans mes premières années, la formation religieuse, on ne traitait pas l'actualité comme elle traite aujourd'hui. Je veux dire, d'abord, il y a une actualité différente, il y a voilà, puis selon les pontificats, voilà, les accents qui sont donnés, et la volonté aussi d'aller vers voir les communautés au plus près. Donc, c'est un domaine enfin, je pense que pour beaucoup de gens, c'est le seul lieu dans la presse aujourd'hui en France où on peut comprendre des questions liées à la spiritualité, aux religions, etc. Voilà, y compris sur d'autres religions que, que le christianisme. Voilà. Et puis, je crois que ce qui est important, c'est de permettre de donner du monde catholique un autre visage que le seul visage d'abord des affaires désastreuses qu'il traverse aujourd'hui, et peut-être aussi un autre visage que les autorités religieuses, parce que les confrères, c'est terrible, mais ils sont toujours, ils veulent un avis, ils vont toujours voir les évêques, ils ne vont pas forcément voir un laïc compétent dans le domaine. On peut reprocher le cléricalisme aux autorités religieuses, mais on peut le reprocher aussi à la société, hein, qui aime bien, etc. Et donc, je pense que la nécessité pour un journal comme La Croix, c'est de montrer toutes les actions des chrétiens sur le terrain et de voir comment ils sont acteurs de cette société, justement. C'est-à-dire, quand le Secours catholique présente ces chiffres annuels de la pauvreté, quand les fondations liées à l'abbé Pierre parlent du mal logement, quand les pauvres s'occupent de la solitude des personnes âgées, quand les apprentis d'Auteuil parlent d'éducation pour le coup, etc. Je veux dire, ce sont des acteurs bien présents de notre société d'aujourd'hui. C'est donner une image voilà, du christianisme qui n'est pas une image, comment dire, éthérée, dépassée, etc. Et donc ça, c'est très important pour les journalistes de la Croix, et c'est ce qu'on attend d'eux. Et il faut aussi, et ça c'est quelque chose sur lequel tous les journalistes doivent lutter, mais je pense que ce n'est pas uniquement les journalistes, c'est le désenchantement, une sorte d'attitude blasée que nous pouvons avoir tous, de dire on a vu, on a tout vu, on sait. Les journalistes sont souvent coupables de ça. On a déjà vu, c'est déjà produit, on sait comment ça va se terminer, on n'a pas beaucoup d'espérance dans les solutions qui vont venir, etc. Et ça me fait penser, il y a une phrase de Peggy aussi qui me hante un peu, c'est le pire, ce qui est le pire, c'est ce qu'il appelle une âme habituée. C'est-à-dire, voilà, c'est une âme qui croit que tout est joué, tout est… voilà. Et les journalistes, ils ont quelquefois cette tentation. Et donc, et sortir de ce découragement ou ce désenchantement, c'est un vrai combat pour un responsable de rédaction. C'est-à-dire,
rester curieux, quoi, rester sensible à l'inattendu. C'est quand même en plus la base un peu de notre foi, quoi. Cet inattendu surgit. Voilà, c'est essayer de comprendre que tout n'est pas joué, qu'il va se passer des choses que vous n'attendiez peut-être pas. Et puis là, avec le souci de rendre compte d'expériences positives, quoi. Certains appellent ça le journalisme de solution. C'est-à-dire pas se contenter de dire ce qui ne va pas, les difficultés, mais de trouver des armes pour essayer de trouver des solutions. Et ça me rappelle une discussion un débat qui avait été organisé par l'école de la magistrature après les attentats où il y avait eu la traque des frères Koulibaly, etc. Et là, des magistrats et des journalistes parlaient ensemble et pour dire est-ce que vous avez bien fait votre métier, les uns, les autres, etc., les journalistes. Et moi, je m'interrogeais sur la question de cette couverture qu'il y avait eu à l'époque extrêmement tendue de la traque des coupables et tout ça, avec maintenant un climat de tension chez les auditeurs et les lecteurs, etc. Et donc, bon, je m'interrogeais, je me dis, est-ce que c'était vraiment pertinent de faire ça? Et il y avait un confrère d'un grand quotidien du soir qui m'a dit, mais on n'est pas là pour rassurer les lecteurs. Et j'ai trouvé que cette expression-là était quand même assez significative. Alors certes, on n'est pas forcément là pour les rassurer, mais on n'est pas là non plus pour les angoisser et pour les rendre, je sais pas quoi, pour contribuer à les accabler encore plus. Et ça, c'est quelque chose sur lequel je pense que c'est important qu'on apprenne, nous les journalistes, à réfléchir sur ces questions, mais à chaque fois, je renvoie la responsabilité aux lecteurs eux-mêmes. Parce que les lecteurs, quelquefois, ils aiment ça être un peu ça être dans un cœur d'action, même si c'est pas forcément nécessaire, etc. Et, et là encore, c'est une remarque qui m'a frappée dans un colloque sur les médias par un philosophe. C'était un séminaire de travail au Bernardin sur les médias. C'est un philosophe Alain Cugnot, Cugnot, et qui disait, vous, les journalistes, vous n'êtes pas responsables, enfin, vous n'avez pas à donner des réponses sur ce qui se passe. Mais là, vous êtes responsable, c'est sur la profondeur des questions que vos lecteurs se posent. Et ça, je pense que c'est aussi, en termes d'éducation, quelque chose d'important. C'est d'aider les gens à se poser les questions, voilà, à approfondir dans la complexité des choses et à aller creuser un peu voilà, les questions. Et c'est quelque chose que je verrai aussi après sur la question de bioéthique, etc. Voilà, c'est pas être seulement dans une réponse oui, non, je suis pour, je suis contre, etc. Et se poser toutes les questions qui découlent d'une réalité, etc. Donc, ça, mais après, je pourrais répondre à des questions sur la question sur les médias, les journalistes, etc. Et j'enchaînerai sur ce que j'ai vécu aux Semaines sociales de France. Mais pour moi, c'était assez une certaine continuité quand même. Je veux dire, là, c'était une profession, c'était un engagement bénévole. Mais bon, c'est pour mener ce combat, pour la réflexion, pour le discernement, pour l'esprit critique, etc. Donc, il y a l'enseignement social de l'Église. Bon, c'est la colonne vertébrale de l'Association des Semaines sociales de France, quoi, qui a été créée il y a plus d'un siècle par des laïcs lillois et lyonnais. Ça s'est passé après les premières encycliques sociales, quand l'industrialisation a explosé et que les papes s'inquiétaient des effets sur les ouvriers, etc., des conditions des ouvriers. Et pour moi, cet enseignement, et tout, c'est pour aider à notre discernement sur les situations que nous vivons, etc.,
c'est essentiel parce qu'on tient avec ça, avec le christianisme, les deux bouts de l'humanité, quoi, le personnel, l'individuel et le collectif. C'est être à la fois très attentif à la dignité de la personne, de l'individu, et puis le sens de ce qu'on appelle le bien commun. Donc on a vu le siècle passé la faillite d'idéologies qui prenaient le collectif au détriment du respect de la personne, et puis notre société, au contraire, d'aujourd'hui, elle est plutôt à l'hyper-individualisation, l'hyper-individualisme, où chacun a le sentiment qu'il doit se construire seul et décider seul de sa vie. Il me semble que la foi chrétienne invite à conjuguer les deux dimensions parce qu'elle met l'accent sur la relation. Ça aussi, c'est un principe d'éducation. Il ne s'agit pas de négliger notre développement personnel, notre épanouissement, notre besoin d'autonomie, mais il ne faut jamais oublier que notre personne se construit avec les autres. Dans un petit ouvrage d'entretien d'interview de Monique Beaujard, qui fut une directrice du service famille et société à la Conférence des évêques. On résumait les principes de la pensée sociale ainsi. La pensée sociale repose sur deux piliers: la dignité de l'homme d'un côté, le bien commun de l'autre, le respect de la dignité de l'homme, respect de l'homme et de tout l'homme, et le bien commun qui n'est pas la somme des intérêts particuliers, mais le bien de nous tous, du groupe. Ces principes ne sont pas des recettes à appliquer, mais des principes pour guider des choix, des décisions personnelles et collectives, des délibérations, des discernements. Voilà. Et puis, toujours pour cette doctrine sociale, poursuivre la métaphore, avec les piliers, au-dessus des piliers, il y a des chapiteaux, le principe de subsidiarité. Chacun doit contribuer selon ses possibilités, selon ses capacités, là où il est, à la recherche de solutions. Et le principe de solidarité, parce que nous sommes tous responsables de tous. Et après, à cela s'ajoutent deux choses, ce qu'on appelle l'option préférentielle pour les pauvres. Dans toute organisation sociale, il faut toujours vérifier que les pauvres trouvent leur place. Et le principe de destination universelle des biens. Et c'est quelque chose qui est particulièrement mis en avant aujourd'hui à travers la question climatique et écologique, c'est-à-dire cette destination universelle des biens, elle n'est pas seulement pour une génération, mais d'une génération à l'autre. Voilà, ce que nous faisons aujourd'hui a des conséquences pour la suite. Voilà, moi, je trouve que ce terreau-là, ces principes-là, alors encore une fois, c'est pas une recette, c'est comment dire, une sorte de guide pour se poser des questions devant un problème qui se pose, qu'il soit politique, économique, culturel. Et c'est cette démonstration un peu, elle nous donne à la fois la liberté et des repères. Et ça, je pense que c'est quelque chose de fort, c'est d'avoir à la fois apprendre aux gens, leur donner ces repères, de façon à ce qu'ils puissent réfléchir et choisir et décider et s'engager, et avec un sentiment de liberté, puisque là, c'est eux qui en décident. Et nous sommes tous responsables de cette, je veux dire, d'utiliser ces ressources pour nous-mêmes. C'est pas seulement demander est-ce que la société agissent dans le sens du bien commun, mais c'est savoir comment nous-mêmes, chacun de nous, agit dans cette fonction. Sur la question des biens, par exemple, qu'est-ce que nous faisons de l'argent, de notre argent, sur les questions écologiques, qu'est-ce que nous faisons pour aujourd'hui changer nos modes de vie, etc. Enfin, tout ça est éminemment important. Et donc, aux semaines sociales, la question aussi, elle était de voir comment cet enseignement social de l'Église
bouge avec les évolutions du monde. Ce n'est pas une doctrine figée à jamais. Les deux dernières encycliques du pape sur l'écologie et Fratelli Tutti donnent à nouveau des encycliques sociales d'une certaine manière. Hein. Et, et donc, c'est important de réfléchir, et c'est un peu tout le travail que font les semaines sociales, c'est à partir des données nouvelles de l'actualité, de voir comment réagir. Et voilà, et là, comme dans le journalisme tout à l'heure, je disais qu'on avait des outils, des repères, de témoignages, d'explications, débats. Les outils des semaines sociales sont des rencontres, des conférences sur des thèmes d'actualité. Le 11 mars, on en aura sur la fin de vie. En avril, on en aura autour du travail et de sa valeur. Si on parle de notre génération, il y a une vision du travail qui n'est pas celle des jeunes générations d'aujourd'hui. Donc, qu'apprendre de ce que disent les jeunes aujourd'hui du travail, c'est important d'essayer de faire changer les choses. Sur l'écologie, la rencontre de novembre prochain à Lyon portera sur ce thème-là, avec cette question faut-il être radical? Enfin, est-ce que c'était sur cette question? Parce qu'on voit bien que là aussi, les jeunes générations elles poussent à cette radicalité qui leur semble importante et urgente, etc. Et puis peut-être que pour des générations plus anciennes, c'est un mot qui fait peur. Quoi, hein. Donc, voilà. Et là aussi, pour le semaine social, comme un peu comme dans la croix, les outils, c'est aussi de dialogue avec d'autres, c'est-à-dire avec une société, avec des gens qui ne sont pas forcément des chrétiens, qui peuvent être d'autres religions, sans religion, c'est avec des experts venus du monde de l'économie, de la politique, c'est voilà, c'est être en dialogue avec cette société dans laquelle nous vivons, voilà, refuser l'enfermement sur nous-mêmes et sur euh, ce que nous sommes, quoi. Essayer d'entrer en dialogue, et ça m'a toujours frappé parce que les semaines sociales, bon, c'est pas, ça a été important, ça l'est beaucoup moins, c'est pas une force extraordinaire. Il n'empêche, quand on invite des personnes à venir s'exprimer chez nous, personnes assez importantes, et ça, en général, ils acceptent assez facilement, quoi, s'ils sont disponibles. Ils ont le sentiment que c'est un lieu d'intelligence voilà, respectueuse de leur éventuelle différence et tout ça. Moi, ça m'a toujours frappé, comme d'ailleurs l'image que peut avoir à l'extérieur, j'aurais comme la croix malgré sa spécificité, etc. Et je pense que c'est important pour, pour, euh, pour le christianisme. Et moi, j'appelle aussi beaucoup les lieux de frottement avec la société. Et ces lieux de frottement, c'est bien évidemment les lieux d'éducation, voilà, au sens plus classique du terme, hein, je veux dire les écoles et les centres et tout ça, mais c'est aussi les mouvements de jeunesse ou le scoutisme, etc. C'est ces lieux où on n'est pas enfermé, où on rencontre des gens différents qui ne partagent pas forcément nos opinions. Et puis, dans nos méthodes, disons, d'aujourd'hui aux semaines sociales, il y a aussi beaucoup l'envie d'un travail collectif, de maturer, faire, faire travailler dans des ateliers les participants en rencontre, de façon à proposer des idées, des propositions, etc., pour aboutir a fait il y a 3 ans un manifeste de l'engagement qui a été construit à la fois par les membres plus actifs des semaines sociales, mais aussi par les participants à la grande rencontre, etc. Et ce travail collectif qu'après on essaie de porter devant les responsables politiques, devant les responsables syndicaux. Et ben voilà, c'est important cette maturation collective, c'est l'intelligence collective. Voilà, donc ça c'était l'expérience dont je voulais témoigner pour les semaines sociales. Et puis avant d'en terminer, je parlerai du Comité consultatif national d'éthique, donc
C'est un comité qui travaille sur les sciences de la vie, qui est composé d'une quarantaine, un peu plus maintenant, 45 ou 50 membres, de personnes issues du monde de la science, des personnes médicales, des juristes, des philosophes, qui sont nommés par des instances, je sais pas, l'INSERM, l'université, il y a des représentants aussi du Sénat, représentants de l'Assemblée, etc. Et il y a 5 personnes qui sont nommées, alors là, par le président de la République au titre des familles spirituelles. Voilà, il y a une personne qui représente le protestantisme, le judaïsme, l'islam, le catholicisme et ce qu'on appelle la libre pensée. Voilà. Et voilà, moi j'ai été nommée au titre de la famille catholique. Voilà. Et avant moi, c'était vraiment des théologiens moralistes, beaucoup de jésuites qui ont été, et puis après c'était Xavier Lacroix, qui était un laïc, mais qui était théologien moraliste. Puis il y a eu un moment où le président d'alors a estimé qu'il ne fallait plus que ce soit le grand rabbin Corsia, enfin des personnes, disons, des personnalités, mais plutôt des gens venus de je ne sais pas où, quoi, qui a été choisi, etc. Mais ça donne un statut un petit peu particulier quand même, hein, parce qu'en fait, on est à un titre individuel, on n'est pas censé, même les autres, ceux qui sont à l'Institut Curie, je ne sais pas quoi, ils ne vont pas représenter la pensée de l'Institut Curie. En théorie, je ne suis pas là pour représenter la pensée des églises catholiques. Enfin bon, bref. Et je suis quand même vue comme assez catholique. Voilà. Et je peux vous dire que sur ces milieux-là, c'est un poids. J'ai souvent été frappée de ça. Collègue protestante que vous connaissez, qui est super, qui s'appelle Marion Muller-Collard, qui est très brillante, qui s'exprime très bien, etc. Il est arrivé qu'on dise la même chose, mais si c'est elle qui le dit, voilà, elle est supposée être plus libre que moi d'exprimer quelque chose. C'est ce poids sur ces questions-là, hein, sur les questions éthiques, c'est quand même, voilà. Et donc, et souvent, il y a des groupes de travail qui travaillent sur un certain nombre de questions, etc. Et c'est vrai que sur toutes ces questions d'aujourd'hui, on est toujours, c'est pour ça que je renvoie souvent à la question de la doctrine sociale, l'enseignement social chrétien, c'est entre le frottement entre l'individu, la personne et le bien commun, quoi. Et là, voilà, c'est la volonté d'autonomie de la personne et puis l'impact sur la société d'une décision. Et c'est là qu'on voit se heurter les principes. On arrive dans un des avis qui avait été fait sur un autre sujet, on parlait des points de butée, c'est-à-dire c'est là où les choses n'arrivent pas, on ne peut pas trouver un consensus. Et c'est vrai que sur la question de la fin de vie, il y a un groupe de travail, beaucoup de choses ont été dites, on a énormément d'auditions, etc. Avec le même constat, la loi actuelle, il mal connu, mal appliqué, il faut développer les soins palliatifs, etc. Et il y a un moment où certains disent n'empêche que pour certains cas particuliers, il faudrait pouvoir changer la loi pour permettre soit l'euthanasie, soit le suicide assisté. Puis une petite partie, une minorité, hélas, qui dit non, il s'agit d'abord de régler toutes les autres questions, etc. Et, voilà. Avec notamment comme point d'interrogation, c'est qu'est-ce que ça peut dire à une société, et notamment à des personnes elles-mêmes vivant des handicaps lourds ou des maladies graves, qu'à un moment donné, dans la loi, on puisse faire entendre qu'il y a des vies qui ne méritent pas d'être vécues. Enfin, c'est un peu ça la question. Donc,
Et d'un côté, il y a effectivement l'autonomie, la volonté, c'est-à-dire je peux décider pour moi, etc. Donc il y a un avis qui a été rendu qui ouvrait quelques petites portes vers le suicide assisté. Puis il y a une réserve qui a été écrite par une minorité des membres du CCNE, et pas du tout toutes pour les mêmes raisons. Voilà. Mais à chaque fois, sur toutes ces questions, on lutte sur ce rapport entre jusqu'où l'autonomie de la personne, qui est une vraie valeur. Hein. Il ne s'agit pas de dire qu'il ne faut pas travailler à ce que les personnes soient autonomes, mais à quel moment ça heurte le bien commun ou le bien pour l'ensemble de la société, etc. Voilà. Donc, dans quelle position on peut se trouver quand voilà, quand on est amené à prendre des positions. Alors, après, je veux dire, ce sont des débats intéressants et les gens sont très respectueux voilà, qu'il y ait des positions différentes, etc. Mais quelquefois, on se sent un peu seul, voilà, dans des sujets comme cela. Et voilà, et moi, ce qui m'importe dans des sujets comme ça, c'est de rappeler que ces questions-là, ce n'est pas que l'affaire des médecins ou que l'affaire des législateurs, c'est aussi notre affaire à tous, parce que la façon dont on parle de la mort, la façon dont on parle du handicap, la façon dont on accompagne les personnes, etc. On sait bien que les cathos sont très présents dans les soins palliatifs, il y a les professionnels, mais aussi les bénévoles, etc. Donc, les gens s'engagent dans mais chacun d'entre nous, quel regard on peut avoir sur la personne très âgée, sur la personne dépendante, qu'est-ce qu'on pense de la dignité, tout ça. C'est des sujets, pour moi, voilà, il faut que ça entre dans notre réflexion, dans notre discernement. Et malgré tout, je trouve que voilà, la France, avec tous ses défauts, sur ces sujets-là, elle a du débat quand même. Alors là, il y a un comité citoyen, bon, pas trop ce que ça va donner, et puis de toute façon, le législateur fera bien ce qu'il voudra faire, etc. Mais il y a du débat. Quand la loi favorable à l'euthanasie a été votée en Belgique, il n'y a eu quasiment aucun débat. Donc voilà, moi je trouve que le débat, il mérite quand même d'être souligné comme important, parce qu'après, chacun de nous de se poser la question. Hein. C'est notre travail de considérer que tous ces sujets-là sont de notre ressort. Ce n'est pas que l'affaire des autres. Et bon, peut-être aussi toujours voilà, se poser cette question entre l'autonomie, la liberté et le bien commun. Qu'est-ce qui est bien pour moi? Qu'est-ce qui est bien pour l'ensemble de la société? Donc, pour conclure, mais je ne sais pas si on est bien dans les temps, sur ces différents engagements que j'ai pu avoir, et du coup, comment soi-même peut-on agir et comment se comporter, et comment on peut aider d'autres à agir, à s'engager. J'avais une phrase d'Enzo Bianchi, qui est alors prieur de la communauté de Beauce en Italie. Depuis, c'est plus compliqué, si je comprends bien. Il écrivait dans La Croix, c'était à propos du synode sur la famille, mais il parlait de la miséricorde. Il disait: la miséricorde n'est pas un correctif pour adoucir la justice, ni même un secours pour ceux qui ne connaissent pas la vérité. La justice de Dieu est toujours miséricorde. Plus encore, c'est la miséricorde qui établit la justice et rend la vérité resplendissante et non éblouissante. Et cette resplendissante et non éblouissante, c'est aussi quelque chose qui me traverse souvent et que j'essaie de voir, c'est comment, par notre attitude, notre manière de dire notre foi, d'en témoigner, d'agir, va rendre le christianisme resplendissant, mais non pas éblouissant ni aveuglant, je dirais. Et je trouve que dans une attitude, un journal comme La Croix, dans
engagement semaine sociale où on parle à la société tout entière, etc. C'est bien de dire ce qu'on croit, et voilà, essayer d'aller vers la lumière, mais pas que ce soit pas aveuglant et que ce soit pas intimidant, quoi. Et peut-être que dans d'autres manières de parler en Église, on n'est pas toujours voilà, assez prudent sur cette question-là. Donc, un grand christianisme resplendissant et non lumineux, quoi, éclairant, mais pas aveuglant. Ça, et puis la conclusion, c'est aussi ça renvoie à une espèce de désespérance que l'on peut avoir de temps en temps, ou la fatigue. Il paraît qu'il y a la fatigue, en dit-on, informative aujourd'hui, enfin informationnelle, qui touche les populations, notamment les jeunes et les femmes, paraît-il. On n'en peut plus d'une actualité qui est vraiment très dure, etc. Bon, l'espérance, c'est un combat, quoi, hein. Voilà, et comme directrice d'un journal, voilà, il faut pousser, hein, pour que les gens cherchent les raisons d'espérer. C'est un risque, quoi. Ça veut dire, c'est faire confiance au monde qui est là, aux hommes qui se départent. Et ça, l'espérance, c'est pas très tendance, hein, dans notre société. Voilà, c'est pas dans l'air du temps, qui est l'ère du doute et de la méfiance, quoi, hein, c'est vrai. Je veux dire, plus confiance en aucune institution, voilà, toujours on cherche. Donc ça, c'est aussi dans l'éducation que nous devons faire, mais, à titre personnel, vers son prochain direct, mais après même en titre dans ses responsabilités professionnelles. Voilà, et ça me fait penser à un petit livre du père Robert Scholtus qui s'est intitulé Petit christianisme d'insolence. Et je trouve que oui, il est assez insolent dans notre monde, dans nos sociétés, de se placer sous le signe de la miséricorde, de l'espérance. Voilà, nous devons être des redresseurs d'espérance. C'est une ascèse, je trouve que ça demande à chacun un travail mental, spirituel sans doute. Et du coup, c'est à voir sur le monde qui nous entoure, et sur notre Église aussi d'ailleurs. Un regard de solution, je parlais de journalisme de solution tout à l'heure, c'est-à-dire de voir ce qui ne va pas, mais d'essayer de trouver je sais pas quoi, les chemins de solution. Un regard de solution pour trouver des pistes, des ponts à construire, des conversations à mener, des dialogues à mener. Et puis, voilà, je conclurai par une citation aussi que j'utilise très souvent du pape François dans La joie de l'Évangile. Il dit une foi authentique et entretirée qui n'est jamais confortable et individualiste, implique toujours un profond désir de changer le monde, de transmettre des valeurs, de laisser quelque chose de meilleur après notre passage sur la Terre. Nous aimons cette magnifique planète où Dieu nous a placés et nous aimons l'humanité qui l'habite, avec tous ses drames et ses lassitudes, avec ses aspirations et ses espérances, avec ses valeurs et ses fragilités. On retrouve le texte de Gaudium et Spes, c'est un peu la même, comme ça, voilà. Mais ce que j'aime bien dans cette citation, c'est une foi authentique qui n'est jamais confortable. Voilà. Ça n'est pas confortable. Je pense, et que l'éducation, ça n'est pas confortable. Parce que c'est se remettre en question, et voilà, ce qu'il faut être, enfin, c'est trouver de la cohérence aussi, hein, dans ce qu'on est, et dans ce qu'on enseigne, dans ce qu'on dit, etc. Et ça, c'est peut-être un mot que je n'ai pas utilisé dans ce que je vous ai dit, mais je pense que la croix, c'est être cohérent aussi dans tous les espaces d'un journal, quoi. Voilà, trouver dans certains journaux il y a des choses qui ne sont pas cohérentes les unes avec les autres. Dans la vie personnelle, cohérence. Semaine sociale, la manière d'être, voilà, on est comment à l'intérieur même d'un mouvement, d'une association, ben,
on est respectueux de la parole de l'autre, de la dignité de la personne, bénévole ou professionnel, etc. Donc, voilà, c'est pas confortable, mais c'est voilà, c'est un bel enjeu. Voilà. Merci. Merci. Merci beaucoup, Dominique. On va passer donc au temps des questions. Je voulais juste reprendre quelques mots moi, qui m'ont beaucoup marqué, que j'ai entendu à plusieurs reprises dans votre témoignage. J'ai senti très important pour vous en principe éducatif la relation, l'attention au bien commun, la confiance et le débat. Et voilà, pour vous rassurer, moi j'ai en effet, comme ancienne stagiaire de la Croix, j'ai des grands souvenirs de débats, d'idées. Et voilà, et la société a bien besoin, en effet, qu'on puisse débattre. Donc, s'il y en a déjà qui sont ici présents, qui ont des questions, on va pouvoir les prendre. Vous pouvez vous présenter éventuellement et puis dire ou quelque chose qui vous a marqué dans le témoignage de Dominique. Ou un désaccord. Ou un désaccord, c'est ça. Alors, il n'y a pas de micro-baladeur, donc on vous demandera de parler fort pour poser vos questions, parce que le micro, malheureusement, ne marche pas. Moi, je veux bien commencer. Vous avez parlé plusieurs fois d'espérance, et puis d'acteurs et de solutions. Est-ce que vous auriez un événement ou une rencontre avec des acteurs qui vous ont touché dans ce sens-là? C'est vrai que les reportages sont toujours à un moment, quand on est journaliste de terrain, un peu de base, ce qui était mes premières années, parce qu'après, quand on devient responsable, acteur en chef et tout ça, on ne parle plus tellement sur le terrain. Après, c'est beaucoup d'organisation. Mais moi, ce que j'aime, j'en reviendrai après, je prendrai la question, c'est le travail d'équipe. J'aime beaucoup, moi, ce qui m'a beaucoup plu dans mon métier, c'est de faire émerger les idées des gens, de leur permettre d'aller jusqu'au bout de leur… voilà, ce travail collectif me passionne. Après, les reportages, c'est fantastique, c'est de rencontrer des gens. Ça m'est arrivé, des reportages religieux au Cameroun. J'ai le souvenir d'avoir assisté à un pèlerinage dans un lieu perdu, etc. La force de témoignage, je n'ose pas, je ne sais plus si c'était des spiritains, les gens de la communauté, mais bon, c'était impressionnant, quoi. Je veux dire, de voir. On m'a demandé aussi après de participer à des sessions qui sont faites à Lisieux, qui permettent à des personnes, des gens qui sont restés très longtemps en mission à l'étranger, etc., qui reviennent pour des questions de santé ou tout ça, de les remettre un peu dans le bain de la société. Ça, c'était mon rôle. Puis après, des gens qui les remettent dans le bain des questions religieuses. Et alors, c'est incroyable. Moi, j'ai le souvenir de religieuses qui me racontaient comment elles avaient créé des écoles en Afrique et tout ça. Moi, cette espèce de folle, comment dire, de courage et d'énergie, c'est impressionnant. Et puis, moi, après, j'ai beaucoup reçu aussi par le courrier des lecteurs de la Croix. Parce que comme les lecteurs de la Croix écrivent beaucoup, enfin, ils participent, et c'est un courrier intéressant, etc. Et comme rédactrice en chef, j'ai toujours considéré que c'était de mon devoir de tout lire, voilà, parce que je trouvais que c'était un outil aussi pour comprendre ce que les gens avaient envie de savoir, ce qui les avait intéressés, ce qui les avait au contraire exaspérés. Voilà. Et là, c'est pareil, c'est impressionnant. Je me souviens d'une très vieille dame, ouais, mais c'est anecdotique, mais c'était sympa. Alors, elle était furieuse sur une question politique, je ne sais plus quoi.
pourquoi elle n'était pas d'accord avec une prise de position à la croix. C'était vraiment une très vieille dame, elle avait 90 ans, et elle me dit, les enfants me disent, mais pourquoi est-ce que tu t'énerves là-dessus? Tu ferais mieux de t'occuper de tes fins dernières. Et elle me dit, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est voilà. Ouais, voilà, c'est ça qui, ou des gens oui, et puis aussi ce qui me, voilà, quand on écrit, comme j'ai fait énormément d'éditos, la crainte, c'est de blesser quelqu'un par la position qu'on a pu prendre, etc. Ça m'est arrivé vraiment une fois d'avoir écrit sur un sujet qui touchait, je sais plus quel thème et tout ça, mais sur une vie personnelle des gens, et avoir reçu une lettre très émouvante de quelqu'un qui expliquait. Mais la manière dont cette personne avait pris la peine de m'écrire, de raconter sa vie, voilà. Mais c'est une question de relation, quoi, hein, c'est un échange. La culture du débat, est-ce que vous ne pensez pas que c'est de plus en plus difficile dans la société française telle qu'elle est aujourd'hui, et qu'on a souvent des discours assez quelque chose de difficile de poser des problématiques sur la table? Oui, c'est vrai. Je pense que c'est quelque chose de complexe. On voit bien, pour le coup, que les médias, certains médias en tout cas, veulent qu'il y ait quelque chose d'une opposition frontale entre les gens, mais avec, et même, bon, à l'Assemblée, etc., avec des propos qui peuvent être très violents, quoi, hein, des injures. Ça, c'est une problématique chasse l'autre. On prend peu de temps de s'arrêter et de faire le boulot. Ouais, et puis il faut la petite phrase qui choque. Or, c'est essentiel, quoi. Je veux dire, de savoir sur tous les sujets, je veux dire, un peu prendre le temps d'exposer les arguments des uns et des autres, etc. Il y a de très belles définitions de ce que doit être un dialogue. Le pape François en parle très souvent dans ses textes, etc. C'est pas forcément renoncer à ses convictions, etc. Mais c'est un moment, accepter de se laisser un peu décentrer. Et ça, c'est difficile. Et peut-être que le public, c'est pour ça que, bon, quand on tape sur les médias, d'abord, moi, ça me gêne un peu parce que les médias, ça ne veut pas dire grand-chose. Les médias, ils ne sont pas tous pareils, etc. Mais je pense que nous avons des responsabilités de lecteurs, quoi, ou d'auditeurs, voilà, c'est d'aller aussi là où il y a du respect des positions des uns et des autres, mais c'est un enjeu considérable. Ça, je suis d'accord avec vous, et c'est pour ça que j'ai insisté là-dessus, parce que c'est quelque chose auquel, dans la Croix, on tient beaucoup, et aux semaines sociales aussi, quelque chose. Et j'étais très... Et à la limite, je trouve, là, je fais beaucoup actuellement, j'ai fait pas mal d'interventions sur la fin de vie, parce que comme je suis membre du CCNE, on m'interroge, et souvent dans un milieu catholique. Et en fait, il y a que des gens hostiles à l'euthanasie qui s'expriment dans un... C'est très bien, je suis absolument d'accord avec ces personnes, les personnes qui sont en soins palliatifs, les médecins de soins palliatifs et tout ça. Mais je trouve que c'est dommage que dans un public catho, eh ben, il n'y ait pas une voix à un moment donné qui donne les arguments, parce que bon, il y a des militants purs et durs, etc. C'est pas forcément intéressant de les entendre, mais il y a des gens qui ont des arguments plus nuancés, etc. Ça vaut le coup de les entendre. Et on va essayer de faire, semaine sociale, un débat où on va essayer un moment de faire un vrai sorte de disputation, comme on disait autrefois, entre la responsable de l'association des soins palliatifs, qui est super, et puis Alain Claes, qui était rapporteur de l'avis du CCNE, l'ancien responsable de la loi précédente, et qui a beaucoup poussé pour que la loi bouge un peu, quoi. J'étais dans le même groupe de travail, donc je sais. Donc là, on va avoir, on va entendre les arguments des uns et des autres, et je pense qu'on le fera dans un climat
respectueux et apaisé. Et je trouve que c'est intéressant. Mais c'est... La notion de complexité sur plein de sujets, que ce soit Oui. sur la guerre en Ukraine, que Oui. ce soit sur la fin de vie, il y a beaucoup de difficultés à poser les choses. Il faut décrypter Oui. l'information. C'est Ouais. ça qui manque. Donc, ça veut Il dire manque qu'il un faut une peu base de souvent la connaissances. profondeur historique. Et oui, et ça, c'est l'absence totale. Et les jeunes générations, c'est du pré-mâché, le prêt à l'emploi. Et ça nous dramatise le digital. Je crains que ce ne soit pas vraiment la jeune génération. Hein, Puis c'est dit, c'est le risque, effectivement. Et ce qui fait quoi, comme vous disiez, ce sont les mêmes intervenants, les éditorialistes qui dictent les idées. C'est un drame. C'est un drame. C'est pas une ouverture d'esprit. Je me souviens, il y a quelques années, avoir été sollicité pour un débat, mais c'est il y a quelques années, par un animateur, je ne dirais pas forcément un journaliste, mais un animateur de débat, et c'était autour de la laïcité. Et il me dit, vous êtes pour ou vous êtes contre? Alors, je dis, ben non, moi je suis pour la laïcité, je trouve que c'est une bonne chose, mais je ne suis pas pour une laïcité qui interdise, enfin, qui renvoie la religion juste à l'intime, etc. Et ah ben, finalement, il ne m'a pas invité, parce que c'était un propos trop nuancé par rapport à... voilà. Mais bon, c'est un exemple, hein, c'est pas toujours comme ça, mais c'est vrai que les positions... Les nuances. Ouais. Il y a eu un bouquin sur l'éloge de la nuance, mais vous savez, moi, comme éditorialiste, c'est plutôt assez nuancé comme tempérament. C'est moins ou moins, pas vous spécialement, mais le milieu en général. Mais moi-même, comme auteur d'édito, c'était plutôt nuancé, quoi. Hein, je veux dire, mais il y a des gens qui me le reprochaient. Dieu vomit les tièdes, m'a-t-on dit plusieurs fois, quoi. Hein, je veux dire, voilà, les gens aiment aussi qu'on ait ce que je comprends, hein, des positions très tranchées. Hein. Voilà, on est voilà. J'aime bien renvoyer chacun sa responsabilité. Oui, pardon. Bonsoir, sœur Sandra, dit-elle. Vous avez employé une expression devenir des redresseurs d'espérance. Est-ce que vous auriez quelques pistes à nous proposer pour devenir des redresseurs d'espérance? Ça m'inclut cette expression. Oui, mais c'est de montrer qu'il y a des choses qui se passent et des gens qui agissent. Quoi. Je veux dire, moi, ça me... je veux dire, l'engagement bénévole, les gens, ces associations, et moi, j'aime bien rappeler que les cathos ne sont pas les derniers dans ces domaines-là. C'est ces gens qui font, qui agissent. Quoi. Je veux dire, ou même, bon, on parle des jeunes générations aujourd'hui, de ceux qui ont fait super études, etc., mais qui choisissent et qui refusent d'aller dans certains un travail qui n'aurait pas de sens et qui préfèrent aller dans des professions qui ont du sens. Je veux dire, il se passe des choses, mais c'est là qu'on ne voit pas assez. C'est dire ça, dire des responsables. C'est vrai que bon, l'image des politiques est quand même très écornée, hein, je veux dire, mais si on va dans les territoires, etc., il y a des gens, des maires, des élus qui font un réel travail remarquable, et quelle que soit d'une certaine manière leur appartenance politique, quoi. Mais c'est pas cela qu'on voit, quoi. Et voilà, redresseur d'espérance, pour nous, c'est dire, voilà, c'est essayer et du coup, pas s'enfermer du coup, parce que le risque, c'est de dire, c'est vrai que c'est compliqué la vie, là, hein, c'est vrai qu'entre la guerre, et pas qu'en Ukraine, hein, parce que voilà, nous Européens, nous voyons la guerre en Ukraine, mais
l'inflation, voilà, le débat politique est quand même pas très, très riche chez nous, etc. Des fois, on a envie de dire, voilà, c'est ce qu'apparemment le dernier sondage de la Croix sur les médias laisse entendre, qu'il y a une sorte de fatigue informationnelle. Des gens qui n'ouvrent plus radio, ni télé, ni lisent les journaux, parce qu'ils ont peur de voir. Et c'est pas une solution non plus, parce que il faut quand même faut continuer à s'intéresser à ce qui se passe autour de soi. Voilà, voilà, arriver à. Mon mari, qui est un ancien agro, etc., le jour, il écoutait une conférence d'un de ses condisciples sur l'agro. Comment ils appellent ça, l'agroécologie, etc. Et il proposait plein de solutions, quoi, pour faire une agriculture plus responsable. Alors, je ne sais pas si ce monsieur a particulièrement raison, et tout, c'est quelqu'un qui travaillait, mais voilà, c'est une manière de voilà, montrer qu'il y a des choses possibles, quoi. Puis vous, enfin, qui êtes engagé voilà, dans des communautés, c'est bien qu'il y a des gens quand même incroyables, quoi. La jeune femme qui est en charge de la communication des semaines sociales, ben, elle fait partie de ces mouvements qui partagent elle est mariée, elle a 2 petits-enfants, elle attend des jumeaux, elle partage, elle vit avec, en colocation avec des SDF. Je veux dire, ça existe, ça, quoi. Voilà, alors, ça change pas le monde, je suis d'accord, mais c'est dire, voilà, il y a des gens comme ça, quoi. C'est démontré, c'est témoignage, vraiment. Mais je dois dire que les redresseurs d'espérance, je suis pas sûre que ce soit l'auteur de la formule. Je vais peut-être, parce que c'est ça les journalistes, hein, aussi. On sommes une sorte d'éponge, quoi, hein. Nous entendons des expressions et des gens qui nous ont émus ou qui nous ont touchés et tout ça, et leurs paroles voilà, nous traversent, quoi. C'est juste parce que je ne veux pas m'approprier quelque chose qui ne serait pas loin. Pardon. Oui, je trouve quand même que c'est une expression qui est intéressante et qui mérite, alors même maintenant, redresseur, ça peut être compris de manière extrêmement diverse, c'est sûr. C'est un peu sauvage. Mais oui, parce que quand on veut redresser une situation, etc., bon, ça peut être aussi une reprise en main. Oui. Enfin, vous voyez, il y a beaucoup de choses. Mais pour venir un petit peu à l'impact du journal de la Croix, moi je dois avouer que je suis un lecteur de la Croix depuis très très longtemps, et je viens du diocèse de Ouessant à Brazzaville, que j'ai animé pendant quelques années. Je suis maintenant à la retraite, hein, mais je crois que ce que vous faites aujourd'hui, en particulier, la Croix, et de manière de plus en plus profonde. Moi, je suis extrêmement intéressé par votre travail, en admiration aussi, parce que j'ai découvert que vous avez 100 000 journalistes. Non. Mais c'est ce qui est passé dans votre journal. Ça m'a paru invraisemblable. Non. Non, mais je pense qu'en comptant toutes les personnes qui sont non, mais même en même les avec correspondants et tout ça, non. Ouh là là, on n'a pas les moyens. Non, mais je crois qu'il faudrait étudier, parce que est-ce que je suis le seul à avoir lu cela? Non, moi quand je suis parti il y a
pas, moi, 80 ou 100 journalistes, il n'y en a pas plus aujourd'hui, quoi. Hein, voilà. Oui, ça me semblait aussi Oui, assez oui, invraisemblable. oui. Mais ce que je voudrais dire dans votre travail, vous avez pas mal expliqué ce que vous faites. Bon, on s'est retrouvé là autour du mot éducation. Oui. Est-ce que vous avez vraiment la conviction dans votre travail? Et je trouve que vous êtes actuellement extrêmement présent à toute la vie du monde, plus qu'avant, plus qu'autrefois. Votre présentation en donnant la place à des photos, etc., comme vous le faites aujourd'hui de manière plus profonde, me semble intéressante. Hein. Mais est-ce que vous-même, dans votre conviction, est-ce que le mot éducation, là, est honoré dans votre travail, dans votre conviction à vous? Je pense que, parce que vous me posez la question comme ça, je dirais oui, mais ça ne vient pas spontanément dans notre dans la mission que l'on se donne comme journaliste. Je pense que c'est en analysant qu'on se dit qu'on fait effectivement une éducation des lecteurs à la complexité, à essayer de décrypter les événements, etc. Mais c'est vrai que alors on parle plutôt souvent, nous, d'éducation aux médias. C'est-à-dire, dire comment apprendre aux gens à se servir des médias pour se former, s'informer, etc. Et voilà, mais on ne se pense pas forcément. Alors peut-être que nos actionnaires assomptionnistes, eux, dans leur mission, etc., ils ont ce principe d'éducation, hein, puisqu'ils ont aussi une congrégation enseignante, etc. Peut-être qu'ils ont eu cette idée par la presse de former aussi le monde, etc. Mais je ne suis pas sûre qu'un journaliste aujourd'hui se présentant à la Croix aurait spontanément cette idée. C'est pour ça que quand la proposition a été faite de participer, je ne me suis pas sentie forcément très, comment dire, compétente pour parler d'éducation. Et je voulais juste revenir sur la question d'espérance, parce que c'est aussi une citation que j'aime beaucoup, c'est celle du pape François, c'est « L'espérance est audace ». Il y a cette expression dans Fratelli Tutti, je crois. L'espérance est audace. Ça va pas de soi. Voilà, Pardon. Moi, dans le travail, par exemple, des semaines sociales, est-ce que vous percevez un certain impact des valeurs sociales qui sont présentées et impact dans la vie sociale, la vie courante des sociétés, notamment en Europe ou bien dans le monde entier? Est-ce que vous avez comme ça la perception d'un impact sur ces valeurs? Je ne suis pas sûre, enfin, en tout cas, de ce que font les semaines sociales. Alors, dans l'histoire, elles ont eu un rôle, un impact réel, y compris sur certaines positions politiques, etc., sur certains dossiers, comme, je ne sais plus, les questions de logement, sur des questions de salaire, etc. Mais c'était un moment où il y avait plus, sans doute, d'élus, démocrates chrétiens, etc., et tout, donc, qui étaient sensibles. Là, aujourd'hui, je pourrais pas dire je n'oserais pas dire que les semaines sociales ont un impact sur la société. Mais en tout cas, sur l'organisation politique et économique de notre pays. Mais malgré tout, je me dis que bon, des organisations, moi, ça me frappe quand même, hein, quand le Secours catholique sort sa relation annuelle sur les pauvretés, tous les médias en parlent, sur les statistiques
le logement type Les Pierres, sur ATD Carmonde qui fait des choses, sur par exemple les territoires zéro chômeur, ces essais de territoires zéro chômeur sont faits avec ATD Carmonde, même si ATD ne se présente plus trop comme chrétien, quoi, mais quand même sa racine, elle est quand même là et tout ça. Enfin, je veux dire, il y a un impact réel et c'est ça aussi qu'il faut peut-être, voilà, pour essayer de. Il y a une influence, quoi, mais c'est pas celle qui vient spontanément à la tête quand on parle de l'Église, parce qu'on parle plutôt là des positions sur la morale personnelle ou des prises de position de cet ordre-là. Mais je veux dire, même dans les domaines comme les accueils de migrants ou des choses comme ça. Je veux dire, nous, on est partenaire en semaine sociale avec Santé Gidio sur la question des couloirs humanitaires, par exemple. Je veux dire, il y a des gens issus des semaines sociales qui aujourd'hui accueillent les réfugiés arrivés par. Enfin, je veux dire, voilà, cet impact-là, il n'est pas forcément reconnu, etc., mais il est réel. Et Isabelle de Gomin, qui est une des rédactrices en chef de La Croix et qui m'a succédé aux semaines sociales comme présidente, elle avait écrit un bouquin comme ça, avec des tas d'initiatives pour montrer que les chrétiens continuent à être actifs, quoi. Je ne sais plus sur le titre de son bouquin, mais actifs dans la société, quoi. Et juste pour continuer cette question, là, tout à l'heure, vous avez dit qu'il y a un manifeste de Oui. et après, vous avez dit, et après, on va voir les syndicats. On va l'accueil que vous avez, Alors, voilà, c'est porté. Alors, c'est souvent les antennes régionales, parce que s'il y a des antennes régionales, les semaines sociales, ils vont voir, alors, ils ont plus de relations fortes avec les élus. On fait parvenir, quoi. Je veux dire, c'est là, sur la dernière session, c'était autour de la fraternité. On va faire une sorte aussi de texte un peu écrit sur les conditions de la fraternité, etc. Pareil, on les met entre les mains des élus, etc. Voilà, on s'aime. Après, voilà. Mais moi, ce qui m'importe quand même, c'est de savoir que des gens qui ne sont pas issus du monde catho, etc., viennent s'exprimer aux semaines sociales. Ils ont le sentiment qu'ils sont dans un lieu où voilà, ils sont respectés dans leurs différences. Voilà. Et je pense que c'est montrer ça, c'est partir. Même la croix, je veux dire, la croix a une image très positive, mais elle n'a pas assez de lecteurs. Mais elle a une image très positive dans le monde des médias d'une manière générale, plutôt reconnue comme un bon journal, etc. Et ça, c'était. Alors, ça, c'est les précédents. Il y a eu, que j'ai bien connu, c'est Noël Copin et Bruno Frappin, qui vont précéder dans les fonctions, etc. Je veux dire, leur truc, c'était soyez les bons professionnels. Je veux dire, c'est ça, c'est d'être de bons journalistes, quoi, des journalistes consciencieux qui font bien leur boulot, etc. Et c'est ça, c'est être cohérent. Et voilà, c'est pas être des. L'impact ira avec ça, quoi. Mais hélas, il n'y a pas suffisamment de lecteurs pour que la vie de ce journal soit confortable, hein, ça c'est sûr. Avec un actionnaire qui n'a pas les moyens d'un grand groupe comme les grands groupes propriétaires aujourd'hui des autres journaux, quoi, hein, ça, ouais, et on sait qu'il y a une image même chez les confrères et tout ça, qui reste, qui est positive. Et ça, je trouve que c'est bien, quoi. Ouais, moi, ça me rendait fier. Non, ça me rend fier pour ceux qui m'ont succédé. Parce que c'est eux qui continuent le boulot, hein, aujourd'hui. Là, moi, ça fait un moment que je n'y suis plus.
Je crois qu'actuellement aussi, nous sommes dans le passage vraiment au tout informatique. Oui. Alors, c'est là aussi, parce que je vois sur un journal comme la Semaine africaine à Brazzaville, Semaine africaine qui avait plusieurs milliers de lecteurs, actuellement, elle diminue énormément. Il faudrait passer à l'informatique. Hein, il faudrait qu'on puisse recevoir la semaine sur informatique. Bon, et des choses comme ça, il y a des exigences économiques là qui font que hein, nous sommes bloqués d'une certaine manière. Oui, c'est une transition qui est effectivement, c'est vrai pour tous les médias et pour les quotidiens, c'est important qu'il soit. Le nombre de lecteurs papier est en constante diminution. En revanche, il y a plus de lecteurs des versions numériques de ces journaux. Mais l'équation économique n'est pas la même, parce qu'il reste les mêmes dépenses, parce qu'il faut continuer à faire un journal papier, mais un abonnement numérique est beaucoup moins cher qu'un abonnement papier. Voilà. Donc, en plus, le papier, ces derniers mois, le prix du papier a considérablement augmenté, mais de manière plus les questions d'énergie. Donc, tous les journaux se trouvent dans des positions très difficiles. Et tant que, voilà, et il se trouve que je suis engagée dans une association qui gère Ouest France, et bon, gros titres, gros moyens, etc. Ben, ils ont quand même des difficultés aussi actuellement. Ça, cette transition, voilà, voilà, les gens ne prennent plus le journal papier et tout ça, et ça impose. Et ça, c'est compliqué pour quelqu'un de ma génération, c'est compliqué, qui a vécu le journalisme d'une certaine façon. On ne conçoit pas une formule numérique comme on conçoit un journal papier. Un journal papier, il se lit comme ça, et on va vers les rubriques qui nous intéressent, mais au passage, on peut avoir l'œil attiré par un sujet qu'on n'avait pas prévu de lire, etc. Tandis que sur le numérique, vous allez voir dans les domaines qui vous intéressent, quoi, le titre qui vous intéresse. Vous n'avez pas cette surprise, disons, involontaire d'aller. Et donc, les choses sont construites aujourd'hui pour que un lecteur, pas forcément le lecteur habituel de votre journal, mais un lecteur visiteur, soit attiré par un titre, soit attiré par une information un peu, voilà, qui va l'inciter à lire. Donc, c'est pas la même, c'est pas la même façon de concevoir. C'est pour ça qu'aujourd'hui, la Croix fait plus parce que moi, j'ai vécu juste la transition, c'est-à-dire j'ai permis que les journalistes, c'était aussi, comment dire, socialement compliqué. Des journalistes de presse écrite acceptent de travailler en même temps pour le numérique, etc., travaillent pour deux. Donc ça, c'est. Mais aujourd'hui, à la limite, on est presque à l'étape suivante, c'est-à-dire on fait un journal papier qui puisse être vraiment sur le numérique attractif, c'est-à-dire. C'est pour ça qu'il y a un grand développement de tout ce qui sont comment on appelle ça, les tribunes ou les commentaires avec des positions, des prises de position un peu tranchées sur tel et tel sujet, parce que ça attire ça fait du débat, il y a des réactions dessous, donc ça nourrit, et donc quelqu'un a cliqué pour regarder, et puis recliquera pour regarder, etc. C'est une construction un peu différente. Hein, voilà, et puis ça demande, bon, ça demande beaucoup de moyens de ces gens qui savent manier ces choses, puis qui connaissent tous les artifices pour repérer ce que lisent les gens, leur proposer les sujets qui vont les intéresser. Ça, je pense que c'est important, parce qu'il faut que les gens continuent à s'informer, etc. Mais c'est vrai que moi, un vieil journaliste, ça me fait un petit peu mal au cœur, quoi. Moi, je me souviens très bien de la précédente Coupe du Monde de foot.
on avait fait en dernière page des petits portraits des joueurs, des différents joueurs, pas que l'équipe de France et tout ça. Puis il y avait une dame qui avait écrit en me disant merci beaucoup, parce que voilà, je suis grand-mère, elle dit je ne connais rien au football, mais là j'ai lu vos petits portraits et j'ai pu en discuter avec mon petit-fils. Et ça, je trouve ça extraordinaire, parce que je veux dire, elle ira pas spontanément sur Internet, aller cliquer sur je sais pas quoi, Mbappé, qu'est-ce qu'il est, etc. Mais là, en tournant les pages de son journal, en regardant les choses qui l'amusaient et l'intéressaient, ben, elle a été amenée à voir ce petit entrefilet, et ça faisait un lien avec un petit-fils. Je trouvais ça sympa. Mais merci beaucoup, Dominique. On va arriver à la fin de cette rencontre. Donc, merci de l'avoir suivi ici et puis connecté. Moi, j'ai eu un petit clin d'œil. Donc, on a évidemment beaucoup entendu parler de la Croix ce soir et puis des Semaines sociales de France. On vous rappelle qu'il y a une revue des Spiritaines, donc Pentecôte sur le monde, qui est sur le thème de l'éducation en Ouganda pour le mois de janvier-février. Et donc, je voudrais terminer avec ces mots du rédacteur en chef. On aurait pu croire qu'il avait suivi la conférence avant d'écrire son édito. Ça va vous rejoindre, Dominique. Il écrit « C'est surtout la lecture, l'information, la curiosité qui devrait être notre source de formation pour rester connecté au monde et pouvoir le comprendre avec sagesse, intelligence, foi et discernement. Qu'au long de cette nouvelle année, nous ne nous découragions pas et restions vigilants pour continuer à acquérir les connaissances qui nous aideront à être pleinement l'humain du moment. » Merci de ces mots. Et on vous rappelle donc la dernière soirée de ce cycle qui aura lieu le 22 mars avec Emmanuel Goulard sur le thème de la formation des prêtres. Merci, bonne fin de soirée à tous.